La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. En ce mercredi 10 décembre, le père Pire recevait officiellement son prix Nobel. Tout mon travail est un travail d'intégration humaine. Je n'ai pas un tempérament de lutteur. Je suis fait pour la douceur et la compréhension. La paix est plus que le silence des canons. Ces mots sont ceux d'un prêtre belge, le père Dominique Pire, un des rares Belges à avoir reçu le prix Nobel de la paix en 1958. La paix, c'est bien plus que l'absence de combat, c'est une forme de résistance, une rigueur morale, parfois douloureuse, une lutte, disait Dominique Pire dans les années 60, contre le sectarisme et l'étroitesse d'esprit. Dominique Pire a traversé le milieu du XXe siècle. De la résistance à l'accueil des réfugiés dans les années 50, il s'est ensuite lancé dans un grand projet humanitaire qui lui a survécu, les îles de paix. Alors que les États européens sont en train de se réarmer à toute vitesse, que pouvons-nous aujourd'hui apprendre, retenir, exhumer du pacifisme de Dominique Pire? C'est la question que nous posons dans cet épisode. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Épisode en mode portrait aujourd'hui puisque nous retraçons l'histoire du père Dominique Pire, homme d'église mais libre penseur, intellectuel, ancré dans l'action politique au sens noble, au sens profond, disait-il, une action réaliste et pragmatique ancrée dans des convictions solides. Dominique Pire est mort il y a plus de 65 ans, mais son héritage perdure jusqu'à nous. Il a créé deux grandes structures, l'Université de paix et les îles de paix. Nos invités sont donc les héritiers de Dominique Pire. Marie Wüstenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale des îles de paix. Et François Bazier, bonjour. Bonjour. Et vous êtes président de l'ASBL Université de paix. Alors on reviendra sur ce que vous faites chacun aujourd'hui de cet héritage du père Pire. Mais avant ça, on va vous poser à tous les deux la même question. Peut-être Marie Wüstenberg d'abord. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de réentendre ce que Dominique Pire avait à nous dire il y a 60 ou 70 ans ? Mais selon nous, c'est très difficile de pouvoir envisager le futur sans pouvoir penser à ce qui nous a précédés. Et effectivement, Dominique Pire et ses messages, mais aussi tout ce qu'il a construit, sont des bases tant pour notre association que finalement une inspiration pour ce que on peut faire et comment on peut faire évoluer nos sociétés actuelles un petit peu sous tension. François Bazier, pourquoi, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de réentendre les propos, les mots de Dominique Pire ? Eh bien, Dominique Pire, au-delà de ses propos sur la paix plus que le silence des canons, a mis en place un concept qui était celui de dialogue fraternel. Et le dialogue fraternel, pour lui, consistait à pouvoir mettre en parenthèse son propre avis pour entendre celui de l'autre et puis revenir ensemble et voir ce que ça nous avait apporté. Donc cette notion de dialogue fraternel, elle est pour moi aujourd'hui plus que jamais importante dans une époque où qui manque beaucoup de nuances peut-être. Allez, on se replonge dans nos archives. Mercredi 10 décembre 1959. La neige tombe d'un ciel clair sur les toits noirs de la ville d'Oslo. Les gelées font durcir une pellicule blanche dans les rues, sur les places. Cette ville, il faut la regarder avec hâte, car les jours sont brefs en cette période de l'année. Il fait clair à 9h, à 4h, le soleil se couche déjà. Et dès ce moment, les étalages de Noël se disputent la curiosité du passant, les guirlandes scintillent dans 10 rues différentes, autant de féeries lumineuses, dirait-on, à Bruxelles. Les lumières brillent aux arbres des sapins de Noël, plantés devant les 4 colonnes de pierre qui soutiennent le fronton du grand bâtiment de l'université. L'université où, en ce mercredi 10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, le père Pire recevait officiellement le prix de la paix, son prix Nobel. Le père Dominique Pire est un prêtre belge. Il vient d'arriver. Grande silhouette crème, flottant dans une ample soutane, une calotte noire couvre son large front et semble se confondre avec ses cheveux courts. En ce début d'après-midi, la salle des fêtes de l'université se remplit. L'orchestre des étudiants
joue doucement les notes de l'ouverture de Coriolan de Beethoven, donnant à l'instant des airs de solennité. Les diplomates, les officiels, les ministres du gouvernement norvégien, le roi Olaf V et sa fille Astrid forment un parterre studieux. La tribune a été garnie d'un bouquet d'œillets rouges. Le président du Nobel prend la parole. Le travail du révérend Père Pire en faveur des réfugiés est une action pour guérir les blessures de la guerre. Mais il voit plus loin. Comme il l'a dit lui-même, le but, c'est d'édifier un pont de lumière et d'amour bien au-dessus des vagues de colonialisme, d'anticolonialisme et d'opposition de race. La raison pour laquelle le comité a décidé de remettre le prix Nobel de la paix au père Dominique Pire tient donc dans son travail pour les réfugiés. Pour comprendre ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait, il faut raconter l'histoire de Dominique Pire. L'histoire d'un homme de son temps, né sous le prénom de Georges, à Leffe, tout près de Dinan, en 1910. Georges Pire devient Dominique en 1932, alors qu'il prononce ses vœux, lui, qui a étudié les sciences politiques et la théologie, et dont l'Église, à son grand dam, veut faire un enseignant. Lui, qui pourtant se sent homme d'action. Très malheureux d'avoir été désigné par mes supérieurs pour enseigner. Et je crois leur avoir demandé chaque année à être délivré de cette charge. Je ne suis pas du tout un intellectuel. Et l'action a été mêlée à ma vie dès le premier moment de cet enseignement imposé. C'est-à-dire que dès 1937, j'avais déjà des plaines de jeux d'enfants qui ont, pendant la guerre 40-45, atteint jusqu'à 1 millier d'enfants. Pendant la guerre, le père Pire est aumônier dans la résistance. En 1945, une fois l'armistice signé, l'Europe est sans dessus-dessous. Des millions de personnes ont été déplacées. Parmi elles, des centaines de milliers arrivent d'Europe de l'Est, poussés par l'avancée de l'armée rouge avant la libération, pris au piège de frontières qui ont bougé après l'armistice. Des camps ont été installés en Allemagne, en Italie, en Autriche, peuplés d'Arméniens, de Polonais, d'Ukrainiens, de Lettons, qu'on appelle les DP, Displaced Persons, les personnes déplacées. Des populations traumatisées par la guerre, qui ont tout perdu et qui, plus les mois, plus les années passent, voient leur situation s'aggraver, victimes de malnutrition, de maladies, dans l'indifférence d'une Europe qui veut se reconstruire. Dominique Pire, à cette époque, est encore enseignant. Le 27 février 1949, dans le milieu de ma vie que vous appelez de professeur, j'ai entendu par un pur hasard la conférence d'un jeune Américain qui expliquait un drame que j'ignorais et qui était celui de ceux qu'on appelait à ce moment-là le DP, les personnes déplacées. J'ai reçu un choc. Dominique Pire prend conscience de l'extrême violence, du sort de ces personnes, dont le destin a été balayé par la guerre et que tout le monde refuse de voir. Le problème des personnes déplacées est un problème de réfugiés. Je crois que l'expression personne déplacée est peu comprise en français. On a traduit simplement l'expression displaced person anglaise en français et on dit personne déplacée, mais en fait il s'agit des réfugiés de l'Est de l'Europe qui sont donc venus à la fin de la guerre, à la libération notamment, et sont encore, si vous voulez, entre l'Est qu'ils ont quitté et l'Ouest que nous sommes, parce qu'ils n'ont plus de valeur économique. C'est, si vous voulez, le reste d'une émigration de 1944 qui n'a pas été absorbée par les pays occidentaux parce que n'ayant pas de valeur économique. On appelle ça le résidu. Le résidu. Le mot dit tout de la manière dont ces réfugiés sont perçus. Dominique Pire décide qu'il faut les accueillir, ici, en Belgique. Et pour cela, il installe dans sa ville, à Huy, ce qu'il appelle un village. Un village représente un maximum de 200 personnes parce que vous devez vous imaginer que la vie des camps rend les gens très anormaux,
leur donne une psychologie assez noire, assez défaitiste. Les gens sont déshumanisés et par conséquent, si vous accumulez trop de monde, au-delà de 200 personnes, si par exemple vous faites un village de 400, 500 personnes, vous avez le risque de faire un ghetto. Ce que je ne veux absolument pas. Je fais une petite unité que je colle à une grande ville. Et alors, tout mon travail est un travail d'intégration humaine. Accueil humain que le père Pire va développer, comme il le dit, aux abords de grandes villes. Nous partons de la ville de Huy, non pas par chauvinisme, simplement parce que c'est ici que j'ai mes bureaux et ma petite centrale. J'ai normalement fait mon premier home dans la ville de Huy, puis j'ai fait celui d'Esneux, puis celui d'Anvers, et enfin celui de Braine-le-Comte. Cela se fait lentement, à raison de 1 home par an. Et depuis 1956, j'ai attaqué ma série de villages européens. Les villages s'exportent et se créent partout en Europe. C'est pour cette raison que le nom du père Pire a été proposé pour le prix Nobel de la paix. Mon père, je vois sur votre bureau un télégramme et je suppose que c'est ce télégramme que vous avez reçu aujourd'hui et qui vous apprenait que vous veniez de recevoir le prix Nobel de la paix. Le 10 novembre 1959, le prêtre reçoit un télégramme. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'était prévu secrètement? Enfin, j'entends, est-ce qu'intimement vous aviez un faible espoir en vous disant si jamais ça nous tombait du ciel, eh bien, ça pourrait me servir? Je savais évidemment que j'étais candidat. Ce n'était pas un secret pour personne. Je savais qu'il y avait une trentaine de candidats, mais je dois vous dire en toute loyauté que je n'y pensais plus. Et en tout cas, au moment où ça m'est tombé du ciel, ça m'est tombé du ciel comme une pierre. Oui, mais pas sur la tête, heureusement. Ça a fondu sur moi, sans que je m'y attende le moins du monde. Et une véritable surprise. Cela, je suppose que vous avez déjà fait à peu près le calcul de ce que cela pouvait faire en francs belges, par exemple. Je crois à peu près 1,5 million. Est-ce que c'est une aide énorme? Ce n'est pas une aide énorme, mais je crois qu'il faut voir dans ce prix 2 choses. Les couronnes, si vous voulez, et le crédit moral. Les couronnes représentent pour moi à peu près 1/5 ou 1/6 de village européen. Donc ça me permettra de sauver quelques familles, mais le crédit moral, lui, me paraît énorme. Les couronnes, l'argent, mais surtout le crédit moral. Le 10 décembre 1959, le père Pire reçoit le prix Nobel à Oslo, dans la grande salle de l'université. Du comité Nobel, j'ai le grand honneur de vous remettre les insignes du prix Nobel de la paix. Devant le parterre des officiels, sous les applaudissements, Dominique Pire prend la parole. J'accepte, Monsieur le Président, l'immense somme de confiance des hommes que vous accumulez sur ma tête par l'attribution du prix Nobel de la paix. Je l'accepte avec joie, pourquoi ne pas le dire? C'est la joie de l'amitié, la joie de ne pas se sentir seul, la joie de se savoir sur le bon chemin, celui qui mène à la compréhension et à l'amour mutuel entre les hommes, la joie de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir achever, embellir la figure de ce monde que le Créateur nous fait l'honneur immense de pouvoir façonner, de pouvoir pétrir. Fidèle à ses convictions, le prêtre évoque avant tout l'action. Comment les êtres humains peuvent façonner le monde. Dans les années qui suivent, il va créer 2 nouveaux grands projets. L'Université de paix, dont le projet est l'éducation à la paix, et les îles de paix. C'est une nouvelle et vaste initiative du père Pire dans le sens de ce qu'il considérait comme le dialogue et la fraternité humaine. Car une île de paix, ce sera une petite unité rurale dans un pays en voie de développement. Ce sera une action de promotion agricole, médicale, sociale. Un programme de 5 ou 6 ans assuré par une petite équipe d'experts, des indigènes et des étrangers, mais vivant toujours au sein de la population. Quelques années après avoir reçu le prix Nobel,
un journaliste lui a demandé quel était au fond son combat. Était-ce les réfugiés ? Était-ce la paix ? Était-ce les pays en voie de développement ? Mon vrai combat, c'est très difficile à exprimer quel est le vrai combat d'un être, parce qu'en fait c'est une définition d'un être que vous demandez, et on la donne difficilement soi-même. Je dirais la justice au sens très large, c'est-à-dire le respect de la conscience des autres, positivement, et négativement, la lutte contre toute étroitesse et tout sectarisme. Je crois que c'est là mon combat. Et c'est un combat extrêmement pénible. Je ne suis pas fait pour la lutte. Ça peut vous étonner, mais je n'ai pas un tempérament de lutteur. Je suis fait pour la douceur et la compréhension. Et je suis amené, presque par la force des choses, à devoir prendre des positions, qu'il s'agisse de l'Espagne, du Portugal, de l'Afrique du Sud ou du racisme aux États-Unis, à prendre des positions qui doivent me mettre en avant, me mettre parfois face à des supérieurs qui auraient un avis tout à fait opposé et à des compatriotes qui pourraient ne pas comprendre. C'est extrêmement exténuant. Voilà ce que disait le père Pire. Lutter pour la paix à titre individuel est douloureux et trouve ses fondations dans un seul élan, reconnaître et prendre position contre le sectarisme et l'étroitesse d'esprit. La première, l'histoire continue. On évoque l'histoire et l'héritage du père Dominique Pire. Dans cet épisode, nos invités sont les héritiers, quelque part, de Dominique Pire, Marie Wustenbergs, qui est directrice générale des Îles de Paix, et François Bazier, président de l'ASBL Université de Paix. D'abord, peut-être une toute première question. Qu'est-ce que ça vous fait, on va commencer par vous, Marie Wustenbergs, qu'est-ce que ça vous fait de réentendre Dominique Pire ? Mais ça fait déjà très plaisir parce que ce sont des archives qu'on n'entend pas régulièrement et pour certaines des séquences, c'était la première fois que j'entendais directement Dominique Pire s'exprimer de cette manière-là, puisqu'on a la chance dans nos ASBL d'avoir encore quelques témoins et aussi des personnes qui ont vraiment passé le relais. On a la chance de vivre avec ces valeurs, avec toute une série de messages, avec toute une série de témoignages qui se sont passés des mains des uns et des autres, mais effectivement, de l'entendre en direct, c'est assez émouvant, je dois dire. Qu'est-ce qui vous marque, vous, François Bazier, en entendant ces propos sur le long terme, c'est des interviews qui ont été faites, en fait, entre les années 50 et les années 60 ? Bien, c'est, je dirais, la diversité des facettes du personnage. Et j'étais même un peu surpris de réentendre certaines choses. En principe, on doit connaître tout ça, mais donc c'est un personnage, multiple. Et j'aimais beaucoup ce qu'il avance à la fin en disant que la paix sans la justice n'est pas la paix. Enfin, je résume. Et c'est une notion importante qu'il faut aujourd'hui souligner. Non seulement la paix n'est plus que le silence des canons, mais c'est aussi la recherche et le combat pour la justice. Alors on va expliquer peut-être ce que vous faites chacun de votre côté pour qu'on comprenne bien quel a été quelque part cet héritage concret de Dominique Pire. Peut-être d'abord l'Université de Paix, et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant. Le travail de l'Université de Paix, au départ, comme on l'a dit, Dominique Pire voulait éduquer à la paix et particulièrement les jeunes générations. Et le point de départ a été d'organiser des rencontres, c'était assez nouveau à l'époque, entre des jeunes de différents continents, généralement des étudiants, etc. Et puis ça a évolué. Et aujourd'hui, nous sommes, c'est l'année du 65e anniversaire de l'Université de Paix, je le souligne, parce qu'il y a une petite exposition sur Dominique Pire, sa vie, son œuvre et les actions de l'Université de Paix, pour l'instant à Namur dans nos locaux, donc c'est encore ouvert. Le travail aujourd'hui, c'est donc bien j'ai envie de dire, en mot qu'on emploie souvent, revisiter perpétuellement la notion de dialogue fraternel. Et qu'est-ce qu'il voulait faire en créant l'Université de Paix ? Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Quel a été le moteur ? Quelle était sa réflexion pour créer cet outil-là ? Je pense que c'est avec les jeunes que que l'avenir va se construire. Donc il faut les équiper, il faut leur apprendre à s'écouter. Mais aujourd'hui, je dirais, ça se traduit nous avons évolué par la mise en place de méthodes de résolution positive des conflits. Et ça, c'est une donnée un peu nouvelle. C'est la reconnaissance du conflit qui existe, qui n'était peut-être pas présent
au départ de la création de l'université de paix. Donc le conflit existe, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire? L'autre gros morceau, je dirais entre guillemets, de l'héritage de Dominique Pire aujourd'hui, ce sont les îles de paix. Marie Wüstenberg, on l'a déjà un peu entendu, mais c'était quoi l'idée de Dominique Pire au moment de créer ces îles de paix? Donc, comme il l'a dit lui-même, c'était un homme d'action. Et donc, il était en recherche, au-delà évidemment des messages qu'il faisait passer, il était en recherche de pouvoir convertir ça dans du concret et de pouvoir changer des vies et avoir un impact sur le terrain, sur des personnes à titre même individuel. Moi, j'ai plein d'histoires qu'on m'a racontées de personnes à titre individuel qu'il a pu aider. Donc, autant ces camps et ces villages, ces familles, mais également des personnes dont les noms, les prénoms, les histoires personnelles vivent encore dans notre historique et dans tout ce qu'on raconte dans notre association. Et donc, cet esprit-là de pouvoir convertir en fait une idée, un idéalisme, une forme d'humanisme qui était extrêmement innovant à l'époque, le convertir en action concrète avec ce modèle très innovant encore actuellement, d'île de paix, de se dire on travaille sur des toutes petites zones, à petite échelle, pour essayer d'impacter des vies réellement, des vies individuelles et idéalement la vie de la collectivité pour que effectivement ce vivre ensemble se convertisse en prévention du conflit et en promotion de la paix. C'est intéressant de voir, François Bazier, que Dominique Pire, c'est un pacifiste, c'est la sortie de la guerre, et de voir que c'est ancré, en fait, que ce pacifisme-là, il est ancré quelque part dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la résistance, etc. Je vais relativiser un petit peu. Je ne sais pas si Dominique Pire aurait accepté de traiter de pacifiste. C'était un homme de paix, mais on l'a dit tout à l'heure, c'était aussi un aumônier. Simplement, c'était quelqu'un d'une grande ouverture. Quand il crée l'université de paix, il a voulu que ce soit une institution pluraliste, c'est toujours le cas aujourd'hui, donc non alignée. C'est aussi quelqu'un qui va avoir des audaces. Il va aller en permanence penser au-delà. Oui, parce que donc on disait, il était dans la résistance, aumônier, donc il n'a peut-être pas pris les armes, mais il a combattu quelque part. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que vous dites pacifiste, attention. Oui. Et alors je vais poursuivre. Le pacifisme est multiforme, hein, donc ça peut aller depuis un antimilitarisme radical jusqu'à des non-violents actifs. Dominique Pire était au milieu de tout ça. Donc et je pense qu'il a évolué sans arrêt jusqu'à la fin de sa vie. Il est décédé en 69, un peu après 68, et on sait comment il a été interpellé par les événements de 68. Ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait pu encore inventer. Donc on est dans cette dynamique-là. Et c'est intéressant de voir, effectivement, et c'est ce que dit Marie Wüstenberg, François Bazier, c'est que à la fois c'est un chrétien, c'est l'Église, et en même temps on entend qu'il est critique aussi par rapport à l'Église. C'est quelqu'un qui avait, quand on l'entend, et j'ai réécouté beaucoup de ses archives, qui a l'air d'avoir finalement peu de doctrine. Oui, c'est un sujet effectivement qui était très délicat pour lui, et je pense encore actuellement, parce que de ce que je peux entendre des personnes qui n'ont pu le connaître, c'était un sujet un peu sous tension pour lui, parce que certainement qu'il avait des convictions personnelles, mais que de par son engagement, de par son prix Nobel aussi, de par toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, il a été légèrement challengé par le milieu dans lequel il vivait. Et il l'explique lui-même, qu'il a dû suivre certaines voies sur lesquelles il n'était pas toujours en accord, mais que finalement, et c'est justement ça, je pense, l'apprentissage de son parcours de vie, finalement, lui-même, face à toutes ces contradictions, tant institutionnelles que personnelles, a pu trouver une voie pacifique, en fait, pour faire passer son message. Il aurait pu claquer la porte, il aurait pu... je dis pas qu'il n'y a pas eu de conflit de temps à autre, mais qu'il a pu sortir grandi de ça, et lui-même, et finalement pour les autres, et faire perdurer cet esprit et ces messages-là, notamment avec des associations encore actives actuellement. François Bazier, vous vouliez réagir? À l'origine, l'université de paix devait s'appeler, tout à l'origine, Centre Mahatma Gandhi. Donc, et puis, en réfléchissant, Dominique Pire dit on pourrait faire quelque chose de plus global, donc l'université au sens universalité, c'est un peu ça. Donc voilà, on voit comment il évolue en permanence. La première, l'histoire continue. On évoque donc l'histoire et l'héritage de Dominique Pire dans cet épisode. Nos invités sont les héritiers
de Dominique Pire, Marie Wustenbergs, directrice générale des Îles de Paix, et François Bazier, président de l'ASBL Université de Paix. Le père Dominique Pire, c'est une personnalité médiatique à l'époque, pour ce qui pouvait être une personnalité médiatique dans les années 50 et dans les années 60. On a beaucoup d'archives de lui qui étaient aimées des Belges. Les reportages sur ses funérailles, notamment, montrent à quel point c'était quelqu'un qui comptait. Un journaliste de la RTBF lui a posé la question dans les années 60 de savoir s'il avait le sentiment, avec son action, de faire de la politique. Je vous propose d'écouter sa réponse. Devenir politique dans le sens bas du mot, non, parce que je crois que le mot politique a subi la même dévaluation que le mot charité. On pourrait très bien dire que la politique est une espèce de petite combine subtile, de parti à parti ou de groupe à groupe, alors que le mot vient de polis, le mot grec polis, la cité, et c'est au fond la politique, le service du bien commun. Si vous me dites, faites-vous de la politique dans le grand sens, je souhaiterais, oui, être par exemple un citoyen du monde très organisé, être aussi, pourquoi pas, un citoyen de mon pays qui vote intelligemment, oui, dans ce sens-là, oui. Dans le petit sens, ça ne m'intéresse pas fort. Vision, François Bazier, de la politique de manière totale et assez profonde, en fait. Oui, tout à fait. On peut encore dire actuelle, certainement. Je crois que l'action de Dominique Pire, la pensée, c'était comment apprendre à vivre ensemble à ce niveau-là. À vivre ensemble, comment être citoyen, il le dit. Et ce n'est pas simple, et c'est encore moins simple sans doute aujourd'hui. Marie Wustenberg, cette question de l'action politique de Dominique Pire. Oui, nous, on se la pose régulièrement, puisque dans nos statuts, on est neutre, apolitique, comme le disait François, pluraliste. Mais finalement, est-ce qu'un engagement en tant que société civile, avec nos associations, avec tous nos bénévoles, avec les différents programmes qu'on mène en faveur de la dignité humaine, etc., est-ce que finalement, cet engagement n'est pas une forme aussi d'engagement politique, comme le disait Dominique Pire, faire société ensemble? Et quelle société on veut faire ensemble, de quelle société on rêve. Donc c'est tout un débat. Est-ce que quelque part Dominique Pire est un pionnier de ce qui est aujourd'hui la société civile ? Certainement. Moi, je pense absolument qu'il a vraiment ouvert la voie. Et effectivement, on en est l'extraction directe, mais je pense qu'il a dû, de fil en aiguille, en inspirer beaucoup d'autres, ne fût-ce que cette question de l'autodétermination des peuples, qui est à la création d'Îles de Paix, puisque à une époque, en fait, où la colonisation était encore très forte. Oui, en 58, c'est le moment où le Congo prend son indépendance, donc où il reçoit le prix Nobel. Exactement, c'était vraiment la période en fait où cet esprit colonial était à son paroxysme, parce qu'il y avait une opposition d'un côté. Et Dominique Pire, il était positionné comment ? Alors Dominique Pire, je pense qu'à ce niveau-là, il jouait le volet politique, comme il le dit, dans la plus simple détermination du mot. À ce niveau-là, il s'impliquait pas tellement en se disant, finalement, ça c'est les enjeux des mandats des personnes qui sont en place, les Nations Unies, etc. Par contre, là où ça l'intéressait, c'était qu'est-ce qui intéresse les populations locales. Et c'est là que se trouve le cœur de son action, le cœur des actions d'Îles de Paix. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner ces populations, ces personnes à développer leurs propres projets, à développer leur propre avenir et à les soutenir dans leurs propres projets, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux et évidemment dans le pacifisme. Oui. À ce propos-là, ces dernières années, l'action humanitaire a parfois été critiquée parce que effectivement elle pouvait avoir une forme de vision surplombante, ce qu'on a appelé le syndrome du white savior, les blancs qui viennent sauver les habitants du Sud, etc. Est-ce que vous diriez que Dominique Pire, par rapport à ça, avait une vision des choses qui était quelque part déjà un peu en avance sur son temps ? Oui, tout à fait précurseur, et encore à l'heure actuelle, si on l'écoute, il est encore en fait en avance sur certaines visions de la coopération internationale, et certainement avec les tendances actuelles qui remontent sur une forme d'instrumentalisation de la coopération internationale au bénéfice
des États qui sont plutôt dans une position de donateur. Et donc, effectivement, c'était très précurseur. Et voilà, ces 60 ans nous ont finalement permis d'asseoir certaines bases dans certains pays, dans certaines communautés. Et on espère que, à ce titre-là, voilà, ça va soutenir ces États, ces populations à pouvoir continuer leur trajectoire propre en tant que société. François Bazier, un des points intéressants aussi, c'est quand on entend Dominique Pire, quand on entend ses discours et les différentes formes de discours qu'on a pu entendre, c'est vraiment l'importance de la nuance. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. C'était à l'époque cette notion de dialogue fraternel, apprendre la diversité, apprendre à écouter l'autre, certainement. Et c'est aujourd'hui tout à fait encore plus pertinent dans une époque où le manichéisme règne. Je crois qu'il faut réinsister là-dessus, reparler du dialogue. On a l'impression, quand on refait l'histoire comme on l'a raconté du père Dominique Pire, qu'il a été dans la résistance, et puis il a créé ces villages de réfugiés en Belgique, il a participé à une forme de pacifisme, et puis on l'a dit avec Marie Wüstenberg, il a été précurseur dans ce qu'on a appelé l'humanitaire et qui a été un des grands modes d'action politique au sens large de la société civile dans les décennies qui ont suivi. Aujourd'hui, quelque part, qu'est-ce qui vient à la suite de ces mouvements-là ? Est-ce qu'on entend aujourd'hui, dans un contexte où l'Europe est en train de se réarmer, est-ce qu'on entend les voix qui portent ces discours-là ? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que les temps sont durs pour les pacifistes, pour le moment. J'ai envie de dire, les heures glorieuses du pacifisme se situent dans, comme vous l'avez dit, après la Seconde Guerre mondiale, au moment les deux blocs. Ça culmine avec la prise de conscience de l'armement nucléaire, etc., le danger qui est là. Ça culmine en Belgique, j'ai envie de dire, il y a une date intéressante, 1983, 400 000 personnes dans la rue. C'est vraiment une manifestation. Sur les missiles américains, on a d'ailleurs fait une émission là-dessus, si nos auditeurs le veulent, c'est disponible. Donc ça, c'est un moment, j'ai envie de dire, ça se passe, il y a vraiment, on parle de tas de choses. C'est l'époque glorieuse où il y a, de mémoire, on a 30 000 objecteurs de conscience en Belgique, etc. Donc qui sont d'ailleurs par parenthèse, qui vont être formés en grosse partie à l'Université de paix. Donc on est dans une dynamique porteuse du pacifisme. Qu'est-ce qui se passe ? La charnière, pour moi, c'est 1989, la chute du mur. La fin des deux blocs. Et Gorbatchev qui dit une phrase extraordinaire. Nous allons vous faire quelque chose, vous, les Américains, de terrible. Nous allons vous priver d'ennemis. Et donc voilà, quelques années plus tard, le service militaire est annulé dans la plupart des pays. On a l'impression que tout va bien. Simplement, il faut rappeler qu'il y a, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 250 conflits reconnus comme guerres qui existent. C'est-à-dire, il y a encore des guerres partout, mais chez nous, ça a l'air d'aller très bien. Et donc voilà, on se trouve aujourd'hui dans la poursuite de cette, je vais dire, un certain délitement du pacifisme, même si le pacifisme s'est réorienté vers des tas de choses, allant depuis les questions environnementales certainement, mais aussi vers du développement personnel. Enfin, là, on pourrait aussi beaucoup... qui est plus centré sur l'individu et peut-être moins sur la collectivité. Avec tous les risques que ça comporte, on apprend à vivre ensemble gentiment, mais on oublie ce qu'il y a autour. Ça veut dire que, quelque part, ce qu'on peut retirer aujourd'hui du père Pire, au-delà du fond de son discours, c'est peut-être qu'on a plutôt intérêt à pratiquer, à réfléchir à ces questions-là ? Oui, certainement. Je crois qu'il y a cette idée je crois que Dominique Pire le disait, il faut donner une conscience agissante, enfin donner à chacun. Je crois que c'est apprendre à penser, on est là. On est avec ça aujourd'hui, avec cette nécessité de pouvoir regarder au-delà, s'ouvrir, d'accueillir l'autre et la différence comme un enrichissement plutôt que comme une menace. Et je crois que c'est ça le message important aujourd'hui, c'est que l'autre apparaît comme en danger partout, on est là, on a la peur, et qu'au contraire, ça doit être regardé comme vraiment une opportunité de construire ensemble et de s'enrichir. Marie Wüstenberg, c'est peut-être un élément qu'on a évoqué, mais peut-être pas encore beaucoup creusé. C'est l'aspect spirituel. Bon, c'est un père
Dominique Pire, chrétien, catholique. On retrouve d'ailleurs en tout cas dans les 2 derniers papes, peut-être un peu moins Jean-Paul II, mais dans les 2 derniers papes, une dimension pacifiste assez importante, même s'il y a eu quelques critiques à propos de la guerre en Ukraine, du dernier pape par exemple, mais en tout cas on retrouve cet engagement un peu de l'Église catholique pour la paix entre les peuples, etc. Ça joue encore aujourd'hui, par exemple dans les îles de paix, où ça c'est une dimension que de votre côté vous ne creusez pas. Cette dimension catholique ne fait absolument pas partie ni de nos assises. C'est ça. Il a voulu quelque chose de neutre, encore une fois. Oui, donc pour lui, en fait, cette question de la spiritualité dépassait les religions. Et donc, on a d'ailleurs dans ces tout proches collaborateurs, dont certains sont encore très impliqués dans l'association, des personnes avec des origines et des convictions religieuses totalement différentes que lui-même. Et c'est justement ça, je pense, qu'il recherchait. Et c'est justement ça qu'il nous a laissé. Donc il est parti, il est décédé de manière très subite. Et finalement, parfois, je me demande si c'était pas une certaine chance, une forme de cadeau, en fait, de se dire, voilà, je laisse les choses en place, et puis que ces personnes qui m'entouraient puissent prendre le relais tel qu'il le désire, avec ses messages, ses valeurs qu'il a essayé de transmettre, mais finalement, ça ne lui appartient pas, ça ne lui appartient plus, ça dépasse sa propre personne ou même ses propres convictions. Faites-en finalement, faites-les perdurer, puisqu'il a quand même constitué des ASBL, etc. Ça signifie qu'il y avait quand même une volonté de durabilité. Ça veut dire aussi qu'il comprenait bien comment faire perdurer une action. C'était pas. D'ailleurs, il dit, on l'a pas diffusé, mais il dit, je suis quelqu'un de réaliste. Je suis pas un idéaliste. C'est quelqu'un qui savait très bien comment mener une action. Oui, et d'autant plus en se faisant entourer. Donc il y avait aussi la question des moyens financiers, etc., qui venaient notamment d'un réseau, venaient des différentes personnes qui voulaient le soutenir, qui étaient convaincues par cette action. Donc on a bien vu que c'était aussi quelqu'un de très pragmatique, et donc qui avait à nouveau cette capacité de faire le pont entre ses idées, mais aussi comment les mettre concrètement en action, avec des moyens, avec des personnes et avec une vision de durabilité. François Bazier, vous diriez pragmatique plutôt qu'idéaliste. C'est une des clés aussi du fait que l'héritage de Dominique Pire aujourd'hui perdure. Oui, certainement. C'était certainement un homme d'action, certainement un homme pratique, on peut dire. Il avait une solide formation quand même. C'est un dominicain. Voilà, il le dit d'ailleurs, il était destiné à l'enseignement et il se retrouve quelqu'un qui met les mains dans le cambouis. J'aurais envie de dire, c'est là une illustration, à un certain niveau de la phrase « agir localement, penser globalement ». Donc c'est quelqu'un qui va agir localement, mais dans tous les sens du terme, certainement. Voilà, c'était intéressant de voir à quel point cette personnalité qu'on a un peu oubliée dans le grand public aujourd'hui, le Père Pire, c'est pas vraiment une icône. C'était intéressant de voir à quel point le nombre des dimensions dans lesquelles aujourd'hui on peut se replonger dans l'héritage de Dominique Pire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Bazier. Je rappelle que vous êtes président de l'ASBL Université de Paix. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et Marie Wustenberg, qui est directrice générale des Îles de Paix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.